Je vous remercie et je vous invite sans plus attendre d'accueillir Monsieur le Président François Hollande. Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers collègues, chers partenaires, Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour IEPT Minalbi de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Président, pour cette conférence exceptionnelle. Votre présence sur notre campus, au cœur du département du Tarn, est un moment fort pour notre communauté scientifique et académique. Vous l'aviez écrit dans notre livre d'or il y a une dizaine d'années, lors de votre venue à Carmaux. Nous avons montré ce livre. Vous aviez écrit « En attendant de venir à l'école des mines d'Albi, je félicite les enseignants et les élèves d'être fidèles à la tradition en préparant l'avenir. » Vous avez tenu parole. Nous sommes très honorés qu'après Oxford hier, vous soyez parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes heureux de vous accueillir, non seulement en tant qu'ancien président de la République, mais aussi comme grand témoin d'un monde en mutation, venu ici pour échanger avec nos élèves et partager votre regard et votre expérience. Ce moment est d'autant plus marquant qu'il réunit aujourd'hui plus de 200 élèves ici, dans cet amphithéâtre, plus de 230 étudiants qui sont connectés en ligne, en France ou à l'étranger parce qu'ils sont en échange académique ou en stage. Nous avons également le plaisir d'accueillir plus d'une centaine de nos personnels qui sont dans la salle, et une cinquantaine de nos partenaires venus du monde académique, institutionnel et industriel. IEPT Minalbi est une école du ministère de l'économie, membre de l'Institut Mines Télécom, le premier groupe public français d'écoles d'ingénieurs et de managers. Une de nos missions que nous portons avec fierté et enthousiasme est de former des ingénieurs responsables de leurs actes, capables de comprendre le monde pour mieux y agir au bénéfice de tous. Parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions sans mesurer la complexité du réel et les attentes de nos sociétés. Être ingénieur aujourd'hui est une activité exigeante, car ce n'est pas seulement maîtriser les sciences et les techniques. C'est aussi savoir croiser les disciplines, confronter les idées, s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres réalités. Cette approche fondée sur l'interdisciplinarité et l'ouverture, nous la considérons comme un pilier de notre pédagogie. Et cela se reflète également dans les profils que nous accueillons. Nous l'avons dit tout à l'heure, une école où la part des étudiants dépasse les 35% des effectifs, où près d'un étudiant sur 5 vient de l'international, et où de nombreux jeunes issus d'horizons sociaux très diversifiés accèdent à la formation grâce au dispositif de bourse. Nous sommes aussi profondément attachés à notre territoire. L'école agit en lien étroit avec la ville d'Albi, la communauté d'agglomération, le département du Tarn, la région Occitanie, et je les remercie très sincèrement pour leur soutien sans faille à nos côtés et avec une très très grande fidélité. Mais notre regard dépasse aussi largement les frontières. Nous avons le plaisir d'accueillir une vingtaine d'étudiants américains de la Mississippi State University venus vivre 2 semaines d'immersion académique et culturelle dans notre région. Ils assistent à cette conférence avec une traduction simultanée, preuve que les grands enjeux qui nous concernent sont universels. Tous nos élèves ingénieurs partent à l'international durant leur scolarité, en stage ou en échange, afin de valider leur formation. Mais surtout, parce que pour prendre soin de notre planète, de notre monde, de l'humanité, il faut bien les connaître. Monsieur le Président, vos analyses sur les tensions géopolitiques, sur les défis démocratiques et les équilibres européens seront précieuses pour toutes celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui. Elles aideront nos élèves à mieux comprendre le monde, à prendre du recul, à exercer pleinement leurs responsabilités. Nous sommes particulièrement heureux que vous soyez là aujourd'hui pour eux, pour nourrir leurs réflexions, élargir leur horizon et leur transmettre aussi cette conscience du réel que vous incarnez aujourd'hui. Merci d'être ici. Je vous laisse maintenant la parole, Monsieur le Président.
Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les professeurs, chers élèves, enfin, 10 ans après être venu à Carmaux, j'accède à Albi et je peux mesurer la chance qui m'est ainsi offerte. Vous êtes une grande école d'excellence, vous êtes les ingénieurs qui vont faire l'industrie ou la France de demain. Et c'est vrai que j'étais à Oxford hier pour m'entraîner. Si j'arrivais à m'exprimer en anglais, je pouvais le faire en français. Et le sujet était le même, parce que où que nous soyons, nous vivons les mêmes désordres. Que le Royaume-Uni soit en dehors de l'Union européenne ou que nous y soyons ne change rien. Alors que le monde, celui que ma génération avait pu traverser, connaître, était un monde de régulation où la paix paraissait être le seul horizon possible et où la démocratie s'installait vaillamment chaque fois qu'une dictature tombait, où l'Europe se construisait avec l'idée d'une prospérité, où les pays émergents accédaient non sans mal à une forme de reconnaissance de ce que ces pays pouvaient apporter dans le cadre de la mondialisation, alors qu'il n'y avait plus de blocs qui s'opposaient. Eh bien, depuis 20 ans, ce monde-là, ce monde sans doute idéalisé, où l'élargissement, la disparition des frontières était supposée apporter la croissance et le bonheur, eh bien, la violence, la brutalité, les guerres sont réapparues. Le désordre, c'est d'abord le fait que ce qui paraissait intangible, c'est-à-dire les frontières, le droit international, tout ça, peu à peu, volait en éclats, et en particulier lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. La guerre, c'est aussi, même si c'était un conflit déjà long et même interminable au Proche-Orient, la guerre a pris une face monstrueuse avec le 7 octobre et ensuite avec une escalade qui n'en finit plus. La guerre, c'est aussi des conflits oubliés au Sahel, au Soudan, en République démocratique du Congo, et qui provoquent la désolation et la migration. Le désordre, il est aussi aujourd'hui devenu économique et commercial. Non pas qu'il n'y ait pas eu de crise ces dernières années, non pas qu'il n'y ait pas eu de concurrence entre les puissances, non pas que la Chine ne soit pas devenue un acteur majeur de l'économie mondiale. Mais là, nous revenons à un protectionnisme qui, jusqu'à présent, avait été banni parce que contraire aux intérêts communs. L'élection de Donald Trump, ou plus exactement sa réélection, provoque de ce point de vue une incertitude, une instabilité qui va avoir des conséquences, y compris dans les économies les plus développées. Le désordre, il est aussi politique. Des mouvements extrémistes, radicaux, se sont développés sur l'impuissance de la démocratie, sur son incapacité à régler des questions majeures que sont la sécurité, l'immigration, voire pour d'autres le climat. Donc la démocratie qui paraissait être le seul modèle possible est aujourd'hui en repli. Et il n'est même pas sûr, sans qu'il y ait besoin de coups d'État ou d'appel à l'armée ou de remise en cause de nos institutions, il n'est même pas sûr que la démocratie telle que nous la connaissions, c'est-à-dire avec le pluralisme, la liberté d'expression, des institutions solides, puisse demeurer intacte dans ce processus.
D'autant que je dois ajouter ce qui a été une révolution dont nous n'avons pas pris exactement la mesure, qui est celle de l'Internet, du numérique, maintenant de l'intelligence artificielle. Non pas que ce ne soit pas des révolutions qui aient changé utilement nos vies, mais il y a là des éléments qui permettent à des groupes d'une puissance inégalée de dominer le monde. J'avais une phrase qui m'a poursuivi d'ailleurs pendant des années sur mon ennemi, c'est la finance. Mais ce n'est plus la finance, l'ennemi. Elle est pas devenue une amie pour autant. Mais la menace principale n'est plus celle-là. C'est plus simplement de savoir si la spéculation va enrayer nos économies. C'est de savoir si des groupes puissants, qui sont les plus puissants du monde, vont être capables de dominer non pas simplement nos économies, mais nos vies, nos cerveaux, nos modes de raisonnement, nos choix, nos votes. Donc voilà le désordre du monde. Je termine pour vous effrayer jusqu'au bout sur ce qui est aussi une menace et un péril, c'est-à-dire le réchauffement climatique et ce qu'il produit comme désastre et comme catastrophe. Alors, y a-t-il un avenir? L'avenir, ça dépend en définitive toujours des sociétés humaines. Rien n'est fatal, rien n'est arrêté, rien n'est figé, rien n'est impossible. Ça exige un réengagement qui viendra sûrement d'Europe, là où précisément les Lumières, les démocraties se sont peut-être plus précocement installées, là où on a accueilli aussi la diversité du monde, comme vous en faites ici témoignage. C'est de l'Europe que doit venir, l'Europe en tant qu'institution, des sociétés européennes que doit venir finalement l'envie, la volonté de nous mettre en situation de créer un avenir possible, un avenir humain, et de faire en sorte que la démocratie puisse rester, non pas intangible, il faudra d'autres formes, mais capable de donner à des volontés collectives les moyens d'agir. La science, et je termine par là, la science est un enjeu. La formation scientifique est également tout à fait majeure. C'est-à-dire que pour donner espoir à des sociétés qui ont peur, elles ont peur, il y a des raisons d'avoir peur, dans des sociétés un peu terrifiées, je ne parle pas de ce que nous avons connu aussi avec le terrorisme, dans des sociétés qui sont inquiètes, c'est la science qui peut permettre de donner des réponses, à condition que la politique puisse accompagner et puisse même encourager. Et donc ce que vous faites ici n'est pas simplement une formation professionnelle, je crois qu'elle est excellente. Ce que vous faites ici, sans que vous en ayez forcément conscience, c'est un engagement citoyen. Est-ce que vous allez être capable, avec d'autres, de porter ces messages-là, cette volonté-là, de maîtriser le monde? Maîtriser, voilà ce que je pense être la leçon que j'ai tirée de toutes ces années. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on maîtrise? Eh bien, ceux qui pensent qu'il est possible de maîtriser notre destin s'appellent des démocrates. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Nous sommes ravis que vous ayez accepté cette invitation ici. Je tiens à remercier aussi François Bouissier qui est présent dans la salle et Patrick Vieux qui nous ont permis de faciliter cette conférence. Vous avez dressé un panorama donc du nouveau désordre mondial. Et précisément, nous, notre objectif, c'est d'inviter notre communauté académique, nos élèves, à venir pouvoir côtoyer des personnes comme vous, pouvoir bénéficier de votre vision, de votre expérience. Donc, de votre point de vue, quels sont, alors vous avez dressé les risques au niveau individuel, quels sont les risques auxquels nous nous confrontons en tant que pays, la France, et plus largement en tant qu'entité supranationale, dont l'Union européenne, l'Europe? Le risque. Bon, le risque, c'est que nous sommes agressés aujourd'hui.
nous sommes agressés de plusieurs manières. Nous sommes agressés par des puissances hostiles. Ce que fait la Russie n'est pas simplement une invasion d'un pays voisin. C'est une prétention à pouvoir nous inquiéter. Non pas que je crois que la Russie veut envahir l'Europe, je laisse ça à ceux qui ont quelques fantasmes. Non, c'est de nous mettre dans une situation où nous serions nous-mêmes fragiles, faibles. Donc ça, c'est une première menace. Ensuite, il y a une menace qui vient d'une Amérique qui est aujourd'hui dirigée, comme vous le savez, et qui veut non pas nous dominer comme il y avait cette tentation d'hyperpuissance, mais qui veut nous mettre en cause dans nos systèmes démocratiques. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est pas simplement pour des droits de douane que nous avons un problème avec lui. Et nous avons un problème parce que il s'est éloigné des valeurs de ce qu'était ce qu'on appelait autrefois le camp occidental ou l'Alliance Atlantique, et qu'il a un modèle qui est un modèle aujourd'hui d'autocratie qui met en cause tous les contre-pouvoirs. Ensuite, nous sommes menacés économiquement aussi par des nouveaux acteurs, et notamment l'acteur chinois, et qui n'est pas simplement un problème commercial, qui est un problème technologique, qui est un problème scientifique. Et c'est là que je réponds. En réalité, pour réagir à ces menaces, soit on dit bon, on va se réarmer, ce qui est sans doute nécessaire, mais enfin qui n'est pas en soi enthousiasmant, de se dire bah vous voyez, face à tout ça, il faut dépenser plus pour les armées, fabriquer des armes, etc. L'esprit de défense que j'évoque, c'est d'être les meilleurs dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la maîtrise, précisément, des enjeux de demain. Et donc, c'est l'investissement principal face à toutes ces menaces, c'est d'être les plus redoutables sur la question scientifique, tout en l'ayant en partage, c'est-à-dire ne considérant pas que nous devons nous replier nous-mêmes. C'est pour ça que lorsque Donald Trump s'en est pris aux universités américaines, aux chercheurs, aux scientifiques, la meilleure réponse, c'est de dire bon, venez vers nous, venez chez nous, mais à condition qu'on leur donne des moyens et qu'on ne le fasse pas au détriment des chercheurs français. Et c'est ça l'enjeu majeur, si on veut, face à toutes les menaces, c'est de donner confiance par l'ampleur de ce que nous sommes capables d'investir dans les technologies et la science de demain. Ce que on n'a pas forcément perçu quand il y a eu la victoire de Trump avec Musk. Bon, aujourd'hui, ils sont fâchés. On ne sait pas ce que l'un sait sur l'autre et l'autre sur le premier. Ben, visiblement, ils ont des secrets. Mais quand même, leur alliance, elle était redoutable. Elle était redoutable parce qu'il y avait d'un côté un leader populiste, comme on pourrait simplifier, qui disait finalement la démocratie, je peux aller beaucoup plus vite, moi, par mes actes, par mes décrets, par la sidération que je peux produire. Mais l'alliance avec Musk, c'est pas simplement parce qu'il était le plus riche du monde, c'est parce qu'il était la science, d'une certaine façon, pour beaucoup d'Américains. Il était l'idée que il allait être le premier à nous contrôler, à mettre les États-Unis en première ligne. Donc, il faut surtout pas imiter, mais il faut se dire que la bataille, elle est aussi scientifique. Alors sur ce plan-là, justement, vous vous dites il faut que nous soyons redoutables sur la question scientifique. Il me semble que vous aviez parlé de la notion de réfugiés scientifiques. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, quand il y a eu des interdits, parce que l'administration américaine a posé des interdits dans un certain nombre de domaines de recherche. Alors il y avait le genre, mais il y avait aussi le climat, il y avait même tout ce qui était la santé. Un certain nombre de laboratoires, un certain nombre de chercheurs n'ont pas pu continuer leur travail, ou en tout cas sont menacés pour la poursuite de leur activité. Et avec plusieurs universités, notamment l'université d'Aix-Marseille,
il y a eu l'idée de donner un statut à ces chercheurs, qu'on peut appeler des réfugiés, non pas parce qu'ils étaient menacés dans leur intégrité physique comme d'autres, mais simplement dans leur capacité à pouvoir poursuivre leurs travaux, de leur donner un titre de séjour extrêmement rapide et durable surtout. Alors je ne sais pas ce que va faire le gouvernement de cette proposition, mais il faut aller vite, parce que si ces chercheurs quittent les États-Unis, ce qui est probable, ils pourront aller dans beaucoup de pays, continuer. De même que les chercheurs chinois qui étaient aux États-Unis peuvent se trouver aussi en difficulté. Ils peuvent retourner en Chine, mais on peut aussi les accueillir ici. La recherche, autant je dis que la bataille est scientifique, mais les soldats dans cette bataille sont de tous les pays du monde. Nous ne devons exclure personne. Alors beaucoup d'entre nous ici travaillons avec des collègues américains. Nous avons vu comment du jour au lendemain, certaines de leurs crédits ont été coupés pour les raisons que vous avez évoquées. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, la liberté académique qui est donc clairement menacée aujourd'hui aux États-Unis, pour ne citer que, est-ce qu'on est protégé? Est-ce qu'elle est protégée, la liberté académique, en France et en Europe? Il faut être vigilant, car maintenant il y a des groupes de pression qui commencent à s'organiser pour contester telle ou telle recherche ou tel domaine dans les universités ou dans des laboratoires, en considérant que ça peut être des mises en cause d'un certain nombre de principes ou de valeurs. Et puis, il peut y avoir un autre phénomène, même si on a besoin des entreprises pour financer des recherches, mais il peut y avoir des pressions d'entreprises qui orientent les travaux, les enseignements dans un certain nombre de directions. Donc, il est très important qu'on ait un système public d'enseignement supérieur. Je le dis parce qu'il y a quand même il y a une progression de l'enseignement supérieur privé, je ne le mets pas en cause. Mais ce qui nous garantit l'indépendance, la liberté académique et les travaux, c'est quand même d'être dans un ensemble public. Et d'avoir aussi ce qui s'est fait, notamment lorsque j'étais président, c'est-à-dire d'avoir des regroupements d'universités et avec une interdisciplinarité dont on a absolument besoin. Et avec des écoles qui peuvent être de disciplines différentes qui élaborent ensemble des recherches. Donc il faut être vigilant, et je pense que c'est aussi le rôle des chercheurs, des enseignants, de bien se faire respecter dans leurs travaux. Alors je terminerai avec une dernière question avant de laisser les questions à la salle. Donc nous sommes plus dans un monde bipolaire, nous sommes dans un monde multipolaire sur le plan géopolitique. Il y a donc un rééquilibrage des puissances. On a beaucoup parlé des aspects négatifs et des risques. Est-ce que vous voyez, de votre point de vue, des opportunités à saisir? Oui, et la France est peut-être mieux placée que d'autres, par son histoire, par sa diplomatie, par ce qu'elle représente. Si j'ai peut-être un message à vous livrer de mon expérience de président, c'est que la France est beaucoup plus aimée qu'on ne le croit. Ou en tout cas que les Français l'imaginent. C'est-à-dire qu'il y a un regard sur la France qui est toujours celui qui nous voit comme porteurs de liberté, de culture, de connaissances et de pluralisme. Même dans des pays où il n'y a pas toutes ces valeurs-là. Je cite souvent comme exemple lorsqu'il y a eu les attentats contre Charlie et contre l'Hypercacher. Il y a eu une grande manifestation à Paris, dans la France entière, mais à Paris, pour témoigner l'attachement des Françaises et des Français à la liberté d'expression. Sont venus à Paris défiler ce jour-là, non seulement beaucoup de nos concitoyens, mais des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. C'était pas prévu. Et ils sont venus de tous les continents, et ils n'étaient pas tous des démocrates. Et ils n'étaient pas tous des amis, y compris entre eux. Je rappelle qu'à cette manifestation, il y avait Netanyahou et Mahmoud Abbas. Ils s'étaient quand même mis à quelques mètres l'un d'autre. Il y avait même des rois,
des autocrates, mais ils étaient là. Et pourquoi étaient-ils là? Parce que c'est la France. Des pays qui se font attaquer par des terroristes, il y en a beaucoup. Et la France n'était pas le premier d'entre eux. Eh bien, ils étaient là parce que c'est la France. Et donc, pour répondre à votre question, il y a une attente toujours forte de la France. Et je pense que quand on est dans un monde multipolaire, avec une présence chinoise, américaine, russe, il y a tout ce qu'on appelle les émergents, ils ont besoin d'avoir des partenaires, ils ont besoin d'avoir des liens avec des pays développés et des pays, on dirait des anciennes démocraties, des vieilles nations. Et c'est la France. Donc je pense que notre lien doit être avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec l'Afrique du Sud, avec la Malaisie, avec tous ces pays, avec le continent latino-américain, avec l'Afrique. On a absolument besoin d'être un des pays qui, parce qu'il est indépendant, même s'il a des alliés, parce qu'il est plus libre que d'autres, mais à condition qu'on soit encore un modèle, à condition qu'on soit un exemple. Si on est nous-mêmes affranchis de tout ce qui a fait notre histoire, si on perd ce que était notre idée fondamentale, c'est-à-dire un pays de culture, de liberté, de valeurs et de pluralisme, bah notre image s'écornera, pour ne pas dire se déchirera. Merci. Alors, on va passer aux questions de la salle. Je vais peut-être juste vous demander de répéter ce que vous avez dit quand nous étions en échange avec les étudiants tout à l'heure. On vous a expliqué que tous nos étudiants doivent partir à l'étranger. Ça fait partie donc du Quitus international. Ils doivent partir pour obtenir leur diplôme. Vous les avez incités à partir vers des destinations un peu particulières. Est-ce que vers des pays vers lesquels ils n'allaient pas d'habitude? Pourquoi? Bah, je leur ai dit, allez là où on vous veut d'abord. Donc n'allez pas aux États-Unis, c'est pas la peine. Bon, la Russie, je pense que ça vous était pas venu à l'idée. La Chine, je pense pas que ce soit là que vous pourriez être le plus utile, même si les Chinois sont très accueillants. Donc allez là où justement les pays émergents nous attendent et nous regardent. En Indonésie, grand pays, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Inde. Donc au Brésil, en Argentine, je suis pas sûr qu'en ce moment ce soit bien. Bon, au Mexique, il y a des pays où on veut la France, où on aime la France. C'est ça que je veux vous dire, on aime la France. Les Français, ils s'aiment pas beaucoup. Mais les autres, ils nous aiment. Parfois, je me disais, mais pourquoi ils nous aiment comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter qu'ils nous aiment? Ben, ils nous aiment pour l'histoire, pour la culture, pour la langue, pour la science aussi, pour les découvertes, et pour une idée d'indépendance aussi, pour une idée de liberté. Donc, allez leur dire que vous les aimez, et vous verrez, ils vous aimeront. Merci, parce que depuis la direction des affaires internationales, nous nous évertuons à faire passer ce message à nos étudiants, mais je pense que votre voix aura un petit peu plus de portée. Je vais donc laisser une étudiante vous poser une question, et ensuite on passera donc dans la salle. Donc, par rapport aux questions, comme nous sommes très nombreux et que je pense que vous allez être très nombreux à vouloir poser des questions, je vais vous demander de poser une seule question, de parler clairement et d'être assez rapide, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour. Je pense que vous avez déjà répondu en partie à ma question, mais c'est pas grave. Ma question c'était, est-ce que vous pensez que il est vrai de dire que la France aujourd'hui a un retard technologique, notamment au niveau de l'innovation, et si c'est le cas, est-ce que ça pourrait lui être défavorable sur le long terme? On n'a pas un retard global, mais on a un retard dans plusieurs domaines, ça c'est vrai. On a fait beaucoup pour la tech, comme on dit, mais on n'a peut-être pas fait suffisamment sur l'industrie de demain, sur les technologies de rupture, les innovations de rupture. J'avais essayé, mais on peut faire davantage. Et on a un retard sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle qu'on est en train peut-être de combler, j'espère, avec les Européens.
Mais c'est ça qui doit être notre ambition. Si on n'est pas capable, face à cette intelligence artificielle qui est là, d'être nous-mêmes prêts à maîtriser nos données, parce que en réalité, ce que font les grands groupes, c'est nous prendre nos données pour nous aliéner, pour nous obliger soit à consommer, soit à penser. Donc c'est très important qu'on puisse maîtriser le numérique et l'intelligence artificielle. Là, on a perdu du temps. Donc il faut le rattraper. Donc il y a un mot qui revient tout le temps et qui, à mon avis, le mot clé, c'est il faut investir, investir, investir. Alors, pas investir dans tous les domaines, il faut choisir les sujets. Mais si on n'investit pas, on peut pas trouver. D'où le lien avec l'enseignement supérieur et la recherche. Et là, on a tous les gouvernements, et les miens comme les autres, on n'a pas mesuré combien il était majeur de hausser le niveau de recherche et d'investissement. Alors je vous invite à lever la main si vous avez des questions pour qu'on puisse vous repérer. Voilà, j'en ai une ici. Bonjour Monsieur le Président, merci pour cette conférence. Ma question est la suivante. Récemment, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir une discussion avec d'autres pays de l'Union européenne concernant le partage de la dissuasion nucléaire française. En tant qu'ancien chef des armées, selon vous, la dissuasion nucléaire française devrait-elle pouvoir s'étendre à d'autres pays de l'Union européenne, en particulier dans le contexte actuel de guerre en Europe, ou devrait-elle rester cantonnée à des enjeux de défense purement nationale? Alors je vais faire une distinction entre le champ de la dissuasion nucléaire et la décision d'engagement des forces. De tout temps, y compris depuis le général de Gaulle, l'idée que la force de dissuasion n'était pas limitée à une seule attaque sur notre sanctuaire national, mais qu'elle pouvait être utilisée si un pays européen était lui-même attaqué par des frappes nucléaires. Cette idée-là, sans jamais être énoncée, elle a toujours été présente chez tous les chefs d'État jusqu'à aujourd'hui. Pour être tout à fait clair, imaginons une situation où une frappe nucléaire touche la Pologne. Nous ne sommes pas directement impliqués, nous n'avons aucun dommage. Mais un pays membre de l'Alliance Atlantique, un pays qui est tout proche de la Russie, se verrait ainsi détruit en partie et nous ne réagirions pas. Mais on ne peut pas en faire une automaticité. Le principe de la dissuasion, c'est que l'adversaire ne doit pas savoir quelle est exactement votre réponse. Il doit craindre votre réponse, et donc vous ne devez pas lui donner des éléments qui diraient « Oui, si vous nous frappez, mais pas trop fort, on fera rien, mais si c'est un peu plus fort, on utilisera l'arme. » Donc ça, je pense que l'idée donc qui jusqu'à présent n'intéressait pas beaucoup nos voisins et nos alliés. Pourquoi ça les intéressait pas? Parce qu'ils se disaient mais de toute façon on a les États-Unis, on a le bouclier américain, donc la France avec sa petite arme là, elle nous fait croire que, mais nous on est sûr que les États-Unis seront là. Les Allemands pensaient ça. Arrive Trump. Alors là, ils sont plus sûrs. Et c'est vrai, je les comprends. Un jour oui, un jour non, mais ils savent pas. Donc, à ce moment-là, leur attente a été explicite. Le chancelier allemand, par exemple, a dit « Oui, on voudrait que la France puisse nous garantir qu'elle agirait. » Donc, le deuxième élément de votre question, c'est est-ce qu'on partage la décision? Non. La force de dissuasion, c'est une décision d'un seul, le chef de l'État, le chef des armées. Elle ne se partage pas. Non pas parce qu'on dit on a payé, c'est à nous, vous n'avez rien fait, tant pis pour vous. Non, c'est parce que un seul doit décider.
pour avoir participé à beaucoup de réunions européennes, si vous attendez d'avoir une conclusion d'un sommet européen, l'ennemi a le temps d'arriver. Hein. Donc, non, un seul doit décider, et c'est le chef de l'État. Je dirais pareil pour le Royaume-Uni. Même si le Royaume-Uni a une différence avec la France, même si on essaie de rapprocher, c'est qu'ils sont, eux, très liés aux États-Unis, y compris pour l'usage de la France, de la force. Alors, nous avons une autre question là-haut. Et si vous êtes intéressé, faites-nous... Voilà, merci. Là-haut. Thibaut, à toi. Bonjour, Monsieur le Président. Juste une question. Vous avez été vous êtes très engagé sur la question ukrainienne lorsque vous étiez au pouvoir, notamment c'était un des principaux artisans des accords de Minsk avec Angela Merkel, le président biélorusse Loukachenko et le président russe Poutine. Je voulais savoir quel regard vous portez a posteriori, donc ça c'était en 2014, quel regard vous portez a posteriori sur ces accords. Est-ce que l'Union européenne a été selon vous à la hauteur suite à l'annexion de la Crimée? Au niveau des réponses, hein, on était dans un contexte où l'Allemagne était très dépendante encore de la Russie. Et que faire maintenant, selon vous, dans le contexte où il y a vraiment un possible désengagement américain sur la question ukrainienne, et aussi dans le contexte de la montée des nationalismes en Europe? Merci. Oui, durant mon mandat, les États-Unis, c'était à l'époque Barack Obama, étaient déjà dans une posture de retrait de la scène mondiale, au sens que l'Amérique ne voulait plus être gendarme du monde. J'en avais eu une illustration au moment où Bachar al-Assad avait mis des armes chimiques sur la tête de sa population, et où Barack Obama n'avait pas voulu se joindre à une opération que nous avions pourtant décidée. C'était la preuve que les États-Unis ne voulaient pas ou ne voulaient plus être dans des méthodes qui avaient prévalu jusque-là d'intervention. Quand arrive la première guerre d'Ukraine, car il y en a eu une première, et l'annexion de la Crimée, les États-Unis ne réagissent pas, ce que Poutine avait parfaitement anticipé, sauf quelques sanctions, avec l'idée que, de toute façon, la Crimée, c'était un territoire qui était controversé, bon, bref. Mais néanmoins, dans la première guerre d'Ukraine, il y a une partie de l'Est de l'Ukraine qui est occupée, Poutine disait par des séparatistes, non, en fait, par des Russes. Mais, qu'importe. Est-ce que, donc, les accords de Minsk, donc février 2015, quand on fait le cessez-le-feu, et que, d'une certaine façon, on laisse un conflit gelé. L'Est de l'Ukraine était occupé par la Russie indirectement, et le reste de l'Ukraine était apparemment protégé. Quand on fait ça, et les Allemands voulaient vraiment qu'on puisse aboutir, puisqu'ils ont ils avaient des liens très forts avec la Russie, c'est en imaginant que le temps allait plutôt jouer pour la cohabitation ou pour la congélation. C'était sans mesurer que Poutine pouvait envahir l'ensemble de l'Ukraine. Mais moi-même, est-ce que j'avais l'idée qu'il pourrait le faire? Je savais quelles étaient ses intentions, retrouver les frontières de l'Union soviétique. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait aller jusque-là. Pourquoi? Parce que il savait que c'était un désordre profond qu'il allait provoquer et un isolement qu'il allait devoir subir, sans compter les pertes humaines. Mais lui, il a pensé, après le retrait américain d'Afghanistan, avec la crise Covid, avec Biden qui était supposé être faible, qu'il n'y aurait pas de réaction. Il a même pensé que Zelensky n'était qu'un clown et qu'il fuirait. C'est là qu'il s'est trompé. Alors, sur les accords de Minsk, il y a eu deux interprétations. Certains ont dit c'est nous qui avons permis à l'Ukraine de se réarmer et l'Ukraine donc a été en mesure de réagir. Et puis les Russes qui ont plutôt eu un temps pour se préparer à l'invasion. Voilà, je ne sais pas quelle est la vraie thèse. La vraie thèse, c'est que je pense qu'au moment où sont signés les accords de Minsk, c'est un coup d'arrêt à Poutine
qui aurait pu être définitif s'il n'y avait pas eu ce nouveau contexte international. Mais maintenant, Poutine, qu'est-ce qu'il y cherche? C'est d'utiliser le temps pour gagner le maximum de territoire, pour ensuite aller vers la négociation. Pour après, parce que comme il pense qu'il est éternel, ça arrive à des gens de penser qu'ils sont éternels. Musk, parce qu'il pense qu'il va inventer quelque chose. Poutine, parce qu'il pense que il est inamovible. C'est vrai. Il peut rester président jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y aura quand même une fin. Donc il faut le prévenir parce que... Nous avons une question à droite et ensuite Frédéric. Allez-y. Bonjour Monsieur Hollande et merci pour la conférence. Vous avez parlé du conflit entre Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas. Du coup, je voudrais savoir votre point de vue sur ce conflit et qu'est-ce que vous pensez de ça. Merci. Alors là aussi, quand j'évoquais les désordres, c'est que il ne s'était pas produit des événements aussi graves que le 7 octobre avec le pogrom, mais il s'était déjà produit des conflits entre les Palestiniens et les Israéliens pendant des années. Mais jamais on n'avait été à ce niveau de violence et de massacre, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est parce que, précisément, il n'y a plus de règles dans le monde que, à la fois le Hamas a été capable de faire ce qu'il a fait le 7 octobre, et que Netanyahou fait ce qu'il fait en ce moment. S'il y avait encore un système des Nations Unies, s'il y avait encore les États-Unis et la Russie qui pesaient et l'Europe qui pesaient pour une cessation du conflit, ça se serait déjà produit. Mais il n'y a plus rien qui empêche. Donc qu'est-ce qui peut avoir lieu là? J'ai vu que Netanyahou n'avait pas été renversé par la Knesset. Donc il va tenter d'aller jusqu'au bout pour gagner lui aussi, comme Poutine, soit du terrain, soit de l'emprise sur la Palestine. Qu'est-ce qui peut empêcher ce processus? Le retour d'un certain ordre, c'est-à-dire le fait que les États-Unis de Trump doivent à un moment faire cesser leur soutien, que les pays arabes et les pays européens doivent soutenir une solution à deux États et provoquer un cessez-le-feu avec ce qu'il aura comme conséquence la libération des otages d'un côté et puis la reconstruction d'un processus politique. Mais vous voyez bien que ce conflit, qui est pourtant très ancien, a des conséquences maintenant sur l'ensemble des sociétés européennes ou même occidentales, américaines. Aucun conflit n'est sans écho sur notre propre territoire, soit parce qu'il devient un enjeu politique, soit parce que ça devient un enjeu migratoire, on l'a bien vu sur la Syrie ou plus tard sur l'Ukraine, soit parce que c'est un enjeu aussi économique, parce que le Proche-Orient, c'est aussi une zone où il y a des pays pétroliers et qu'ils ont envie aussi d'une certaine stabilité. Puis il y a la question de l'Iran. Et alors c'est là qu'il y a des contradictions, parce que Trump, il veut régler un accord avec l'Iran, ce qu'Israël n'accepte pas. Mais pourquoi Trump veut régler son affaire avec l'Iran? Parce que pour lui, l'Iran, c'est un marché. Ce qui mobilise Trump, c'est pas les idées, c'est même pas les alliances, c'est l'argent, c'est les intérêts. Donc peut-être que, précisément, réglant le cas du nucléaire iranien, ce qui serait souhaitable par ailleurs, puisqu'il l'avait déchiré la dernière fois, réglant le cas du nucléaire iranien, il pourra à ce moment-là peser sur Israël pour qu'il mette un terme à cette horrible affaire. Frédéric, à gauche. Allez-y. Monsieur le Président, bonjour. Vous l'avez dit, la France a une excellente image à l'étranger, en tout cas une certaine image à l'étranger. Et parmi les choses qui sont admirées et admirables, il y a la couverture scientifique, technologique, industrielle qu'un petit pays comme la France peut offrir au monde, ce qui est loin d'être le cas des autres pays. Et donc, dans un contexte où on parle de risques et d'opportunités, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
c'est quelque chose qu'il faut continuer de développer et donc c'est une opportunité, ou est-ce qu'on ne peut plus se permettre ça pour être concurrentiel et pour être crédible à l'échelle d'un monde où on est microscopique? Bon, compte tenu de ce qu'on vient de souligner comme menace, il va être demandé à la France comme à d'autres de faire un effort pour la défense. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on puisse améliorer notre outil de défense. On vient de parler de la force de dissuasion, des armes conventionnelles. Mais le vrai effort de défense, ce qu'il faut mettre dedans, c'est précisément la recherche, l'investissement et la science. C'est-à-dire que pour nous défendre, c'est pas simplement avec des armes, c'est pas simplement avec des forces que l'on peut déployer ou des militaires que l'on peut envoyer. La vraie défense, c'est la défense économique, scientifique, qui permet d'être sur certains domaines avec d'autres. C'est pour ça que l'Europe est tout à fait indispensable en ce moment. C'est de pouvoir déployer des moyens nouveaux. S'il y avait un plan pour la défense, c'est un plan d'abord pour l'enseignement supérieur et la recherche. C'est ça qu'il faut mettre dedans. Parce que d'abord, on va pas vous envoyer faire votre service militaire. Vous réagissez même pas, donc vous y êtes peut-être prêt, je sais rien moi. Mais je crois pas que ce soit souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est d'avoir plus de jeunes qui se forment et qui se forment à un niveau d'excellence. C'est ça la défense. C'est ça la manière d'être plus compétitif, diront certains, plus performant, plus aussi attractif. C'est ça que je pense qu'il faut faire. Sur une question en haut, allez-y. À droite. Hello, Mr. President. En anglais. Je suis revenu à Oxford là, attention. Allez-y, we will translate. I wanted to ask you, with the rise of populism across the Western world, with the election of Donald Trump or Meloni, what can be done to stop it? And do you think it is still on the rise or slowly declining? Comment arrêter Donald Trump? Alors, si j'ai bien entendu, parce que je suis pas tout à fait sûr, avec la hausse du populisme, donc comme avec des dirigeants comme Giorgia Meloni ou Donald Trump, comment arrêter cette hausse du populisme? Is that right? Did you understand, or is it? Yes, the rise of populism. Okay. The rise of populism, how to stop it or alter it? Do you think it will keep growing? Est-ce que vous pensez que ça va monter voilà. Because of Trump. Thank you, sorry. Yes. Vous avez vu comment je maîtrise, hein? C'est que hier, vous étiez vraiment en préparation. Je suis entraîné, moi, pour venir ici. Le populisme ou l'extrémisme, c'est un mouvement de fond. C'est une vague, là. C'est une vague qui touche tous les pays démocratiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui n'est pas confronté à la montée du populisme. Même des pays qui jusqu'à présent avaient montré une résistance, pays scandinaves, l'Allemagne pour des raisons historiques, l'Espagne, le Portugal, qui avaient connu des dictatures. Tous les pays connaissent une montée du populisme. Comment le comprendre? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce que finalement l'extrémisme viendrait d'une difficulté, d'une crise comme on a pu connaître dans les années 30 ou comme on a pu connaître encore dans les années 2000, après la crise financière et la crise de la zone euro, par exemple? Non, c'est pas une question économique. C'est l'idée que ces nations ont peur de perdre leur identité, ont peur de ne plus être ce qu'elles ont été ou d'être envahies par d'autres populations ou envahies par toutes les drames de la planète. Donc l'attitude, quand on a peur, quand on voit cette somme de dangers, y compris de ce qui se passe dans la violence de la société, c'est de se replier. Les réseaux sociaux ajoutent encore à ce phénomène. Il y a une corrélation entre
le surgissement des réseaux sociaux et la montée des populismes. Ce que l'on avait pu imaginer avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'échange d'informations, une meilleure relation les uns avec les autres, en réalité a été un facteur d'éclatement des sociétés, d'individualisation des comportements et de violence dans les interactions, de confrontation. On n'arrête pas de se confronter à d'autres. Donc, il y a un lien direct entre les réseaux sociaux qui ont touché toutes les catégories de la population et tous les niveaux de développement, sans compter les instrumentalisations de forces étrangères, notamment russes. Donc, les réseaux sociaux et la montée du populisme sont finalement un ensemble. Si vous ajoutez une libération de la parole, c'est-à-dire que ce qui était impossible à énoncer dans quelque lieu que ce soit, débat politique que ce soit, ou dans la presse, les réseaux sociaux ont fait sauter tous ces verrous, tous ces tabous. On peut tout dire. La preuve, c'est que quand le vice-président américain Vance vient en Europe, il dit « Vous devez accepter la liberté d'expression ». On lui dit « Mais la liberté d'expression, on connaît, nous. On l'a même inventée. » Non. La liberté de toutes les expressions, de tous les fanatismes, de tous les extrémismes, dans une conception libertarienne, mais aussi civilisationnelle. Donc, on est devant cette situation où il y a une montée du populisme qui paraît irrésistible, puisque elle s'appuie, cette vague s'appuie sur ce qui fait finalement la vie quotidienne dans une société à travers les réseaux sociaux. Je ne parle pas des chaînes d'information, etc. Donc, comment lutter contre ? Il faut attaquer la source. Il faut attaquer les commanditaires, car les commanditaires de ces réseaux sociaux ne sont pas simplement des gens qui veulent faire de l'argent, ils veulent en faire. Ils veulent mettre en cause la démocratie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ceux qui soutiennent les populistes, ceux qui attendent, ceux qui espèrent les populistes, leur victoire en France comme ailleurs, c'est à la fois l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine. Ce sont les deux. Tout ce qui détruira, affaiblira notre démocratie sera bon pour eux. Donc, ce défi-là, il est majeur pour les années qui viennent. Très bien. Merci. Nous avons une autre question. En haut, à notre gauche, Orphée. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez rappelé très justement l'importance d'une recherche de qualité et de formation de qualité pour nos jeunes et pour l'avenir de la France. Mais malheureusement, comment concilier cette exigence de qualité de la recherche, de la qualité de nos formations, face à un enseignement supérieur qui est de moins en moins financé, face à des jeunes qui, malheureusement, pour la plupart, sont de plus en plus obligés de se salarier en parallèle de leurs études, face à, malheureusement, des étudiants et des étudiantes qui, parfois, sont plus préoccupés par leur fin de mois que par leurs cours et leurs partiels. Merci, Monsieur le Président. Je partage ce point de vue. Il y a une paupérisation de ce qu'on appelle le monde étudiant. Il y a une difficulté pour suivre des études longues. Il y a une très grande difficulté pour les jeunes des milieux ruraux de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, compte tenu du coût que représente le logement. Il y a des orientations qui ne correspondent pas forcément ni aux souhaits ni aux besoins de l'économie et qui poussent à des échecs qui sont quand même coûteux pour la nation et coûteux pour les familles. Tout ça est exact. C'est pour ça que je réponds que si on veut avoir cet objectif, il faut investir dans l'enseignement supérieur, mettre aussi en cause un certain nombre de filières dans l'enseignement supérieur privé qui sont des détournements de confiance dans ce que on peut fournir à des jeunes comme formation et qui poussent des familles à se sacrifier pour des diplômes inexistants parfois. Donc l'enseignement supérieur, la recherche doivent être partie prenante de ce qu'on disait,
notre esprit de défense. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon, il faut former des jeunes parce que 80% d'une classe d'âge va vers le bac, il faut qu'il y ait une massification de l'enseignement supérieur. On avait un objectif, qui était louable d'ailleurs, de démocratisation, qu'il faut continuer parce que la démocratisation parfois est en recul compte tenu de la reproduction sociale dans certaines filières. Mais il faut avoir un objectif qualitatif, pas simplement quantitatif. Ce qui suppose de dégager des ressources. Alors comment on fait quand on est un pays endetté comme on l'est? Comment on fait quand il y a un déficit important, qu'il y a d'autres besoins à satisfaire, santé et autres? Il faut fixer sa priorité. Alors il se trouve que des moyens budgétaires peuvent être éventuellement apportés par l'Europe, si elle est consciente. Il y a eu des rapport Draghi notamment, qui dit si on veut à la fois faire l'effort d'investissement pour la technologie, pour la mutation industrielle, pour la transition énergétique, et si on veut faire l'effort de défense, il faut emprunter au niveau européen pour permettre que les nations membres de l'Union européenne puissent dépenser davantage notamment pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci. Nous avons une autre question en haut à droite. Monsieur le Président, quand on voit la Russie, qui est une nation qui provoque ouvertement la France avec des menaces d'utilisation de l'arme nucléaire, on voit les réponses de la France apportées face à ces menaces et face à l'affront international, si on peut parler comme ça, de l'offensive en Russie, on a l'impression parfois que ces réponses sont un peu faibles quand on voit que ces menaces sont sans précédent et quand on a eu des réponses parfois plus fortes, en tout cas de mon point de vue, par exemple avec l'allocution de Dominique de Villepin aux Nations Unies lors de l'offensive en Irak des États-Unis. Donc ma question est comment avoir une réponse forte face à des menaces qui sont toujours de plus en plus grandes, particulièrement venant de la Russie. Oui, pour rester sur une note quand même rassurante, parce que je ne voudrais pas que notre rencontre puisse être à ce point déprimante, et que vous puissiez redouter une guerre nucléaire dans les prochaines semaines. Je ne crois pas à l'hypothèse d'un acte venant de la Russie qui puisse avoir une dimension nucléaire. Non pas parce que je pense que Poutine est raisonnable, mais parce qu'il connaît les règles de la dissuasion. Il sait parfaitement que s'il se laissait aller, comme parfois il a laissé penser en agitant le fait qu'il pouvait utiliser l'arme nucléaire quand on fournissait des armes à l'Ukraine, il sait parfaitement que s'il s'y abandonnait, il aurait une réaction qui détruirait une partie de son pays, et ça serait la fin de tout pour lui. En revanche, et là vous avez raison, il n'y a pas de jour sans qu'il y ait une offensive russe, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les hôpitaux, soit sur les entreprises, soit sur les administrations, pour bloquer, perturber le système informatique, etc. Et même des actions insidieuses. Vous avez vu cette histoire où 3 Serbes ont été arrêtés parce qu'ils avaient mis de la peinture verte sur le mémorial de la Shoah et sur des synagogues. On sait parfaitement que c'est la Russie qui les envoie. Ils avaient déjà envoyé des Bulgares. Ils utilisent à peu près toujours les mêmes intermédiaires depuis toujours. Hein. Les services soviétiques prennent toujours des Bulgares. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des Bulgares. Donc, pourquoi ils font ça? On pourrait dire pourquoi ils utilisent ce type de procédé. Parce que c'est nous diviser, c'est nous affaiblir. Et donc, il faut répondre. De la même manière, quand vous avez vu ce qui se passe au Sahel, où on est intervenu, c'était ma présidence, et aujourd'hui, Wagner laisse la place à l'armée russe, puisque Wagner
son dirigeant a pris l'avion et on l'a jamais retrouvé. Donc maintenant, c'est les Russes officiels. Et donc, ils menacent nos propres intérêts. Ils ont participé d'ailleurs à des tortures, si on croit des révélations de presse. Donc oui, il faut répondre, parce que ils sont tout le temps dans ce que j'avais compris de Poutine assez vite, puisque j'ai eu le privilège de le rencontrer en votre nom, c'est qu'il ne comprend que le rapport de force. Il teste toujours ce qui va être votre réaction, comment il peut intimider, comment il peut surprendre, comment il peut sidérer. Il teste toujours. Est-ce que vous réagissez ou vous réagissez pas? Si on réagit pas, il avance. Trump est un peu fait de la même eau, mais avec moins de formation. Donc, lui, il agit par sidération. Il vous dit quelque chose d'assez inouï. Donc, vous êtes un peu surpris. Ou il va vous agresser. Poutine, c'est une forme toujours de rapport de force. Avec ses autocrates, c'est toujours le rapport de force. Donc, il faut réagir. Il faut montrer, enfin, on va pas montrer ses muscles pour montrer ses muscles, surtout quand on n'en a pas. Mais il faut montrer qu'on est capable de réagir. Et de lui infliger des sanctions. Quand j'avais pas fourni les bateaux qu'il avait commandés, qui étaient des porte-hélicoptères, il a compris parfaitement le message. Il a demandé à être payé, c'est tout. Monsieur le Président, donc nous allons encore reprendre 2 dernières questions puisque vous avez des impératifs. C'est l'inconvénient d'être encore aux affaires. Vous êtes attendu à l'Assemblée nationale ce soir. Non, ne laissez pas espérer que je vais venir. Je fais que relayer les informations que j'ai. Donc on va prendre 2 dernières questions. Allez-y. Hein. Thank you, Mr. President. My question is about the recent attack that a student carried out on one of the teachers in the school. And after that, there's like a discussion of limiting young people less than 15 on social media. But my point, I want to know your point of view. Do you think there should be more stiffer restraints from the angle of the family and the parent on the accessibility of younger people than 15 from using social media, or even more on the usage of phone? Because things like this, do you think it affects concentrations at school and flexibility to interact socially? What do you think about it, sir? Donc, je vais traduire pour faire très court et simple. Monsieur fait référence à un événement, enfin un fait divers qui s'est passé hier en France où une personne a été assassinée par un jeune de moins de 15 ans, un collégien. Et donc, il vous pose la question si les réseaux sociaux devraient être interdits aux moins de 15 ans, comme ça a été déjà discuté. On peut toujours poser ces règles. Faut-il encore qu'elles soient respectées? C'est difficile, de penser qu'on va pouvoir cadenasser l'accès aux réseaux sociaux simplement en demandant l'âge de celui qui les utilise. Mais tout ce qui pourra être fait pour prévenir sera utile. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire 2 choses. Il faut interdire la publicité sur les réseaux sociaux. Il faut couper la ressource pour que les opérateurs puissent être touchés là où ils sont le plus sensibles, c'est-à-dire à leur portefeuille, et que deuxièmement, il puisse y avoir un contrôle des algorithmes, comme il y a un contrôle de la presse. La presse peut pas dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une responsabilité de ceux qui utilisent les algorithmes. Enfin, je pense que c'est ça la bonne réponse, au-delà de ce qu'on doit faire contre les GAFA, c'est comment on forme les jeunes de moins de 15 ans à utiliser le numérique et l'intelligence artificielle. Comment on fait dès le plus jeune âge? On va pas garder les mêmes programmes scolaires alors que tout est en train de changer quand même. Il faut absolument que ces questions-là soient appréhendées, à la fois technologiquement, comment ça marche, et sur le contenu, comment on accède, comment on utilise, comment on doit se départir de toute manipulation. C'est ça l'enjeu. Par rapport autrement, hélas, à la tragédie d'avant-hier, il n'est même pas sûr que ce jeune ait été converti, si je puis dire, par les réseaux sociaux. Je crois que la maladie mentale, j'ai entendu un commentaire du procureur,
je ne vais pas mettre en cause le procureur, il n'avait pas de problèmes mentaux. Quand même prendre un couteau dans la cuisine et frapper de plusieurs coups une surveillante, si c'est pas un problème mental, je ne sais pas ce que c'est. Et donc sans doute il faut agir sur les réseaux sociaux, et je l'ai dit, sûrement faire en sorte que on puisse éviter les cultures de violence dont il était visiblement friand. Mais il faut aussi que on puisse déceler assez tôt les problèmes de rupture et de santé mentale. Monsieur le Président, votre préparation à Oxford s'est bien passée hier. Ça, on enchaîne. On va faire 2 questions. Donc, Paul dans un premier temps, et puis ensuite vous. Et vous répondrez donc à la suite des 2. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, vous avez devant vous là des futurs ingénieurs dont le métier va être de résoudre les problèmes. Avez-vous identifié quelques causes racines sur lesquelles ils pourraient travailler pour donner un sens profond à leur engagement au profit de nos sociétés et ainsi conjurer le désordre? Ma question est simple. Est-ce qu'une meilleure répartition des richesses ne permettrait pas d'aller vers l'ordre et la paix? Merci. Je voudrais répondre oui à la deuxième question. C'est mieux de répartir les richesses, c'est mieux de faire que partie de la population puisse accéder à des responsabilités et à des moyens de vivre plus que décents. C'est mieux qu'il y ait moins de fortune qui s'accumule. Mais ça ne réglera pas tous les problèmes que je viens d'évoquer. La répartition des richesses, c'est un enjeu dans la démocratie. C'est d'ailleurs l'enjeu principal dans la démocratie. Quelle est la part que l'on consacre pour le travail, la production? Quelle est la part que l'on consacre pour la répartition et pour donner un progrès? De la même manière, dans la démocratie, le débat, c'est jusqu'où va la liberté. Mais là où on est vraiment devant le désordre principal, c'est quand on veut nous attaquer parce que nous sommes la démocratie. Et ça renvoie à la première question. Qu'est-ce que vous devez avoir comme recherche pour donner espoir dans l'avenir, dans le progrès, dans la science? Comment faire pour qu'une partie de la population qui doute, qui pense que c'était mieux avant, alors que c'est faux, qui s'interroge même sur l'avenir de la civilisation ou de la planète, comment vous leur donnez confiance? Toute la République, toute l'histoire de la République, sauf les moments les plus dramatiques, toute l'histoire de la République, c'était l'idée de progrès. On va trouver des solutions, souvent scientifiques, qui vont nous permettre d'avancer. Et on a avancé. Quand on regarde ce qui se passe sur le plan médical, on avance. Quand on regarde sur le plan de nos modes de vie, on a avancé. Donc, tout ce que vous pourrez faire pour faire sauter ces verrous de la crainte, de la peur, du désarroi, ça sera bénéfique pour vous, pour les entreprises dans lesquelles vous travaillerez, ou l'État, et ça sera bénéfique pour la société tout entière et pour la démocratie. Faire que, j'utilisais le mot tout à l'heure avant de vous rencontrer tous, comment on retrouve la confiance? C'est la confiance qui s'est perdue ces dernières années. La confiance dans les institutions, la confiance dans la politique, la confiance dans le progrès, la confiance dans l'idée de démocratie. Il faut rétablir la confiance. Et vous êtes des agents tout à fait officiels de la confiance dans la France. Eh bien, vous ne pouvez pas espérer meilleure conclusion. Alors, je suis désolé, c'est vrai que je vois beaucoup de mains qui se sont levées et des regards noirs dirigés vers moi. On va générer beaucoup de frustration. Donc j'espère, Monsieur le Président, que vous reviendrez nous rendre visite à IMT Minalbi et que vous n'attendrez pas 10 ans pour revenir, mais peut-être bien avant. En tout cas, je vous remercie vraiment. Je pense que tout le monde peut remercier Monsieur le Président pour votre présence. Merci.
Donc merci à tous de vous être déplacés et à une prochaine conférence. Oui, si je reviens dans 10 ans, vous ne serez peut-être pas tous là. Les élus seront là, j'en suis sûr. Mais vous, donc on se reverra ailleurs qu'à Albi, mais j'espère avec le même plaisir de se rencontrer. Merci. Merci beaucoup.